Bonjour à tous et bienvenue à Alexis, La Rochelle Casablanca pour sa journée de porte ouverte. Donc aujourd'hui, on est le samedi 5 décembre et on va évoquer avec Serge Picot, le responsable de la filière du parcours apprentissage à l'école, donc comment devenir ingénieur EXI par la filière apprentissage. Bonjour Serge. Bonjour Anne-Ségolène. Bon, je vous laisse démarrer. Oui, je Bonjour. démarre, je partage mon écran. Tout le monde, Voilà. bienvenue. Et voilà donc la présentation. Donc voilà, on va évoquer ensemble donc très rapidement un petit peu ce qui fait la singularité de Lexi. Et puis évidemment avec vous Serge, on va creuser ici en apprentissage pour tout savoir, comment intégrer, quel profil il faut avoir pour être ingénieur en alternance. Avec quel type d'entreprise, quel type de mission, comment est le concours. Bref, on va répondre à toutes les questions pour cette filière qui est spécifique à Lexi. Alors, d'abord, quelques mots sur Lexi. Pour tous ceux qui nous rejoindraient et qui n'auraient pas vu la première présentation de l'école, d'abord, la reconnaissance du diplôme, parce que, alors, Lexi, le diplôme d'ingénieur est habilité Lexi est habilité par la commission des titres d'ingénieur à délivrer donc le titre d'ingénieur, qui est un titre qui est protégé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est une école qui fait partie de plusieurs réseaux, dont le groupe ISAE, qui est le groupe des quelques écoles, elles sont très peu nombreuses, dont la particularité est de former des ingénieurs qui vont plutôt vers les filières de l'aérospatiale et de l'aéronautique, donc qui est porté par Super-Héros. Ce diplôme d'ingénieur généraliste, ce qui est important de noter, c'est que c'est le même diplôme d'ingénieur pour la filière classique, la filière apprenti, que ce soit à La Rochelle ou à Casablanca. C'est le même titre. Et ça, c'est très rare dans les écoles d'ingénieurs. Alors, le deuxième point, c'est un environnement d'exception. C'est vrai que La Rochelle est une petite ville où règne un microclimat tout à fait agréable et exceptionnel pour faire ses études. Le troisième point, c'est la vie associative, parce que c'est pas parce qu'on est en apprentissage qu'on ne doit pas s'insérer en fait dans des associations et des clubs. Et à l'école, 30 clubs pour des étudiants qui auraient plus envie de faire du sport. Il y a le Pop-Up Girl, évidemment le BDE, le bureau des étudiants, mais aussi un bureau qui gère l'humanitaire. Et puis ESEP, qui est donc l'association qui porte un certain nombre de clubs tournés vers plutôt des passions d'ingénieurs, comme par exemple l'éco-marathon Shell. La quatrième question qu'il faut se poser quand on choisit une école pour faire d'ingénieur, pour faire de l'alternance, c'est est-ce qu'on veut un diplôme d'ingénieur généraliste ou spécialisé? Alors, à Lexi, c'était en forme des ingénieurs généralistes. La différence, c'est qu'en fait, un ingénieur généraliste, il va être en capacité de prendre de la hauteur sur un problème ou sur une organisation. Il va être à la fois en mesure d'embrasser un problème complexe et de comprendre en fait dans le mécanisme, que ce soit une organisation encore une fois ou un système, ce qui ne fonctionne pas. Il va être capable de manager un projet, de manager un certain nombre d'experts d'un domaine. L'ingénieur spécialisé, lui, il va être expert, il va être un expert plus pointu finalement du domaine.
Donc, ça tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais c'est certain que l'ingénieur généraliste, vous allez embrasser, vous allez voir une multitude de choses, à la fois dans les organisations des entreprises, mais aussi en termes techniques. On le voit d'ailleurs quand on regarde sur les 5 années la répartition des cours. En fait, quand on prend les 5 années, on prend toutes les maquettes des cours, on voit que la répartition entre les sciences fondamentales de l'ingénieur, la mécanique énergétique, l'informatique, les langues, les sciences humaines, le développement personnel, l'organisation et le management des entreprises, tout ça, ça prend finalement une part qui est quasiment identique. Ensuite, c'est pas parce qu'on fait un diplôme d'ingénieur généraliste qu'on ne doit pas avoir une expertise. Et donc, à l'école, on propose un certain nombre de dominantes qui sont celles-ci, qui sont ouvertes. Les dominantes sont toutes ouvertes. Toutes les dominantes sont ouvertes à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, parce que souvent, dans les écoles d'ingénieurs, vous n'avez que telle ou telle filière qui est ouverte à l'apprentissage. À l'EXI, vous avez le choix entre tout, et c'est important de le souligner. Donc, aussi bien en management dans la sphère management et organisation des entreprises, où vous pouvez choisir, par exemple, l'entreprise du futur pour apprendre la transformation digitale des entreprises, l'accompagner. On sait que c'est un enjeu majeur, ou le management de la supply chain, ou l'architecture des réseaux, mais on a aussi, pour ceux qui aiment plutôt le numérique, donc 3 dominantes autour de la data, intelligence artificielle et big data, ingénierie de la santé ou numérique responsable. Dans la troisième univers, on va plus découvrir les problématiques énergétiques et de construction. Et puis enfin, dans le quatrième univers, je vous parlais tout à l'heure sur l'intégration d'être membre du groupe ISAE, donc l'aéronautique. Effectivement, on a 3 dominantes dont les débouchés tournent plutôt vers l'aéronautique et l'aérospatiale. Alors, enfin, dans le 6e point, ce qu'il faut aussi regarder, c'est le contexte interculturel. Alexis, donc, qui est classé numéro 1 dans le magazine Usine Nouvelle. Il n'y a que 2 classements pour les écoles d'ingénieurs. Il y a l'Usine Nouvelle et le Figaro. Et sur les Usines Nouvelles, Lexi est depuis plusieurs années numéro 1 sur le critère international. Et pourquoi? Parce que d'abord, vous allez sur le campus rencontrer des étudiants internationaux qui viennent de Chine, d'Afrique, d'un peu partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on a 80 universités partenaires, et que si on envoie des étudiants dans les universités partenaires, forcément, ils viennent sur le campus. Ensuite, on a des cours en management interculturel pour tous les étudiants, quel que soit qu'ils soient en classique ou en alternance. Et puis ensuite, et ça aussi c'est une spécificité de Lexi, c'est que c'est pas parce que vous êtes apprenti que vous ne partez pas à l'international, et bien au contraire, n'est-ce pas Serge? Oui, on part à l'international pour l'apprentissage, mais dans le cadre de la formation en entreprise, c'est-à-dire qu'on privilégie les missions professionnelles, donc pas la carrière académique, la mission professionnelle. Très bien. Et donc, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de destination ou de mission qu'un étudiant a pu réaliser l'an dernier? Alors, on a eu un apprenti donc, qui était chez Renault, enfin qui est encore chez Renault à Guyancourt, donc au technocentre. Il travaille sur de la simulation et tout ce qui est les flux sur les chaînes de production, donc l'avant-projet des chaînes de production. Et il est parti sur l'usine de Sunderland, donc en Grande-Bretagne, l'usine Nissan, puisque, comme vous devez le savoir, Nissan et Renault travaillent main dans la main. Et donc, il a passé son parcours international sur cette usine-là, à travailler sur de la gestion de production au sein de l'usine de Sunderland, sur la fabrication des Nissan Qashqai, donc ceux qui roulent aujourd'hui sur toute l'Europe. Voilà, et pour lui, partie tôlerie peinture. Voilà, donc une mission parmi tant d'autres. Très bien. Donc, c'est pas des vacances. Non, c'est pas des vacances. Pas encore.
Pas encore. Bah justement, c'est sûr que lorsqu'on choisit l'alternance, on se professionnalise très efficacement puisque les étudiants sont pour quel est le pourcentage de semaines finalement qu'ils passent en entreprise sur les 3 ans? Alors sur les 3 ans, c'est 2 tiers du temps passé en milieu professionnel, de mémoire, à peu près 67% du temps passé en entreprise. Le reste, c'est du temps en formation, c'est-à-dire sur le site de La Rochelle, où là, on est le centre de formation pour les entreprises, puisque un apprenti est bien un salarié et il est missionné pour venir parfaire sa culture scientifique et sa culture technique au sein d'une école d'ingénieurs reconnue au sein de ces entreprises-là. Juste pour information, aujourd'hui, on a à peu près 10% des maîtres d'apprentissage qui sont issus aussi de notre école et qui, par le fait du réseau, nous demandent d'intégrer les apprentis chez eux. Donc c'est aussi une belle preuve de confiance quant au parcours qualifié chez nous. Oui, très bien. Et donc, alors, on le sait, hein, l'école, et donc tous les ans, toutes les promotions classiques ou alternants sont parrainées par une entreprise. Donc, cette année, la promotion 2023, donc la promotion qui vient d'arriver sur le cycle ingénieur et qui sera diplômée en 2023, est parrainée par Vinci. S'il y a des alternants aussi de l'école. Et qu'il y a des alternants, évidemment, d'école, parce que pour elle, c'est tout à son avantage, puisqu'elle, si elle parraine une promotion, c'est qu'elle veut attirer les meilleurs étudiants au sein de son organisation. Alors, on a un certain nombre d'entreprises partenaires. On le voit, c'est très diversifié. C'est autant dans la grande distribution que le luxe, que dans des entreprises très techniques aussi et très technologiques. Est-ce que, Serge, vous pouvez nous donner peut-être 1 ou 2 exemples de missions qu'occupent cette année nos étudiants en apprentissage? Alors, à l'intérieur de tout ça, je ne vois pas tous les logos, mais vous pouvez normalement trouver des logos. La société OCA qui fabrique des frégates pour principalement les douanes, l'armée, mais de tous les pays du monde. Donc, Ouais. on a une petite jeune qui est en 2e année d'apprentissage aujourd'hui, qui s'appelle Léna. Et Léna, elle est chargée d'affaires au sein d'OCA et elle négocie donc et elle suit les projets de fabrication de ces frégates pour des gouvernements étrangers. Donc, et elle est passée d'abord par les services techniques et aujourd'hui, c'est elle qui conduit l'offre que, par exemple, là aujourd'hui, elle travaille pour le Nigeria et en l'occurrence 3 frégates fabriquées. Mais on en a d'autres. J'ai Maxime qui travaille chez Naval Group, qui lui est en service R&D. Donc son travail au quotidien, c'est d'améliorer les outils de production sur le site de Lorient, de façon à ce que ce qu'ils appellent les compagnons, tous les compagnons puissent avoir les meilleures conditions de travail et surtout les outils les plus adaptés, parce que ce sont des métiers très spécifiques, dans des conditions très spécifiques. Quand on fabrique par exemple un sous-marin, les zones d'accès ne sont pas si évidentes que ça. Donc il y a des développements d'outils spécifiques au sein de Naval Group. Et Maxime fait partie de ces gens-là. J'ai Yann qui travaille chez Total. Total, secteur R&D aussi du côté de Pau. Et lui, il travaille dans le secteur de la thermique et de la thermodynamique et quelque chose comme ça. Et en l'occurrence, sur les nouvelles conceptions de ce qu'on appelle les pointes de torche sur les puits de pétrole, là où sortent les flammes. Donc avec des calculs de structure, de tenue au feu, etc., etc. J'ai Dylan qui travaille chez Orange, donc on voit aussi le logo Orange. Oui. Alors, on fait aussi des ingénieurs dans ces secteurs-là. Et Dylan, lui, il est dans un service supply chain refit. C'est-à-dire que Orange, quand il récupère vos box, quand il récupère des baies de brassage, quand il récupère des éléments de réseau, ils sont remis en état pour certains. Et donc, il y a tout un circuit de flux qui est géré. Et Dylan est sur l'optimisation de ces flux supply chain au sein de Orange, dont le centre opérationnel France est du côté de Bordeaux. J'ai Baptiste qui travaille chez TLD, donc vous en vouliez et je vous en donne plein. TLD, c'est le leader mondial de la fabrication des tracteurs. Alors, des tracteurs, on appelle ça des tracteurs, mais c'est ce que vous voyez sur les aéroports qui tirent les avions. Oui. Donc, voilà, c'est TLD qui fabrique ça, c'est le leader mondial. C'est près d'Orléans.
Ouais, voilà, il est Ouais, près de Tours, hein, donc à Sorigny, et ouais, lui il Sorigny, ouais. travaille sur la partie achat et la partie production, donc il a l'interface entre les méthodes et les achats. J'ai Clémence qui est chez Parker Hannefin. Donc Parker Hannefin, il fabrique des éléments de mise sous pression pour mettre dans le secteur automobile par exemple. Et elle est en développement des procédés qualité. Voilà, donc plein d'exemples différents. Voilà, donc c'était pour vous donner quelques exemples de ceux qui aujourd'hui gravitent dans le parcours et qui sont encore actuellement apprentis chez nous. Très bien. Eh ben, et en fait, alors on va avancer parce que on a combien d'étudiants dans la promotion cette année, Serge? Alors, dans la nouvelle entrée, 81, 80 au-dessus et 42 au-dessus. Donc, on a plus de 200 apprentis dans la maison. C'est une belle fierté puisque 200 apprentis, ça représente un nombre considérable d'étudiants sur ce parcours-là au sein des 1200 apprentis, enfin 1200 étudiants De La réunis Rochelle. sur le site de La Rochelle. Donc, c'est une belle preuve aussi je serais tenté de dire, de fierté et de montrer que l'école, elle est aussi reconnue de ce côté-là. Et c'est quelque chose qui monte tous les jours. Donc, Et il faut noter que les étudiants n'ont pas vraiment à chercher d'entreprise parce qu'on a beaucoup très, très, d'offres. très, oui. Euh, euh, et on peut noter quand même que les étudiants ne restent pas finalement aux alentours Non, 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 non. de La Rochelle. Ils sont répartis un peu partout en France. Oui. Alors, bien évidemment, l'ouest de la France est le grand gagnant, parce que forcément, c'est proche de l'école. Mais à titre d'exemple, on a des entreprises à Grenoble, à Lyon, à Lille, à côté de Strasbourg, à Marseille, puisque sur le site de Marignane, Airbus Hélicoptère, donc ex-Eurocopter, donc voilà, accueille aussi des apprentis de l'école. On en a sur Toulouse, on en a voilà, région parisienne, bien évidemment, il ne faut pas les oublier. Donc, je l'ai dit, la région lyonnaise. Enfin, plein. Ça se distribue sur vraiment tout le Ouais. territoire national. On verra en fin de présentation, on verra que c'est faisable parce qu'en fait, le rythme, en fait, Oui, comment la formation a été imaginée est en bloc et donc finalement, il y a une partie qui se fait oui. plutôt à La Rochelle et une autre partie de l'année qui se fait en entreprise. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir deux logements en simultané finalement, Ouais, pas de façon permanente. de façon permanente. Voilà. Au début, on a des rythmes plutôt un mois pour arriver très vite sur des périodes un peu plus longues. Oui, effectivement. Alors, avant de poursuivre, je vois Mathieu qui demande est-ce qu'il y a une formation en alternance permettant de se diriger vers le domaine automobile. Oui, d'abord, Mathieu pourrait choisir une des dominantes qui, comme on l'a vu, qui est dans l'univers plus mécanique, par exemple. Et puis, on a des étudiants qui sont dans des entreprises d'automobile. On l'a vu tout à l'heure, Serge, avec cet étudiant qui Oui. est chez Renault, par exemple. Ouais, chez Renault, mais on en a chez Renault, on en a chez Peugeot, on en a chez Valeo, on en a chez Forestia. Donc tout ça, c'est le secteur automobile, que ce soit les équipementiers ou les constructeurs. Ouais, Donc, très bien. non, c'est. Alors, on va aborder ensemble l'insertion professionnelle. Alors évidemment, ça c'est les chiffres globaux, mais les étudiants qui, au bout de 3 ans d'apprentissage à l'école, le taux de proposition à l'embauche est bien supérieur à 72%, je suppose, Serge. Ah bah oui, puisque un apprenti sur, je serais tenté de dire, alors plutôt dans l'autre sens, ce serait 8 sur 10 qui sont généralement conservés. Alors, je ne sais pas si le terme est approprié, qui continuent leur parcours dans l'entreprise. Quelques-uns décident de poursuivre des études, donc se relancent vers un autre parcours et généralement cherchent aussi de l'alternance sur des parcours de troisième cycle. Ça peut aussi intéresser les entreprises dans lesquelles ils sont, mais le taux d'insertion en apprentissage est, je serais tenté de dire, exceptionnel. Donc, il y a généralement pas de coupure entre le moment où ils sont arrivés au terme de leur contrat et le redémarrage de la vie professionnelle derrière. Ouais. Alors,
ce qui est important aussi quand on intègre une grande école, hein, c'est d'intégrer le réseau des diplômés parce que c'est un accélérateur de carrière, d'opportunités professionnelles. Et le réseau EXI compte aujourd'hui 10 000 diplômés hein, qui sont donc répartis, comme on l'a vu, dans des secteurs d'activité qui vont du luxe au secteur aéronautique, en passant par l'automobile ou l'agroalimentaire finalement. C'était une question pour moi, Oh non, je continue. Le 9e point, c'est qu'on est une école qui, je pense que c'est réellement dans l'ADN de l'école, le développement des soft skills. Non seulement ça fait partie intégrante d'un certain nombre de modules, hein, on fait du théâtre à l'école dès la première année, voilà, on développe les capacités oratoires, on parvient à les montrer en compétence sur la capacité à argumenter aussi, à défendre un point de vue en réunion, mais c'est aussi finalement partout, dans tous les modules, dans tous les projets, dans toutes les activités pédagogiques, la dimension soft skills est partie intégrante de la formation. Alors, on arrive sur le rythme parce que je vois, par exemple, Laurie qui demande quel est le rythme, en fait, de l'école. Donc, on le voit là sur la présentation. Serge, est-ce que vous pouvez un petit peu commenter Non, je vais commenter. Je vais répondre à Laurie. J'ai bien compris que le rythme le plus court est de 1 mois. Alors, le rythme le plus court est de 15 jours au tout début. C'est la première, je serais tenté de dire la mise en bouche. Donc, là où on vient prendre ses marques au tout début de la formation. Donc, on fait deux petites séquences, 15 jours, 15 jours, 15 jours à l'école, 15 jours à l'entreprise. Là, c'est le début du contrat. On voit après, donc en couleur verte, vous voyez les périodes qui sont les périodes entreprise, et en couleur violette, les couleurs donc, appropriées au temps en formation. Et donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que vous avancez sur le parcours, donc tout en haut, vous avez la première année, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, vous voyez que les temps entreprise et les temps école sont de plus en plus longs. Donc, c'est aussi ce qui nous permet, nous, dans la formation, de faire que les entreprises partenaires sont des entreprises qui se retrouvent sur tout le territoire national. Vous seriez dans la région parisienne ou la région lyonnaise, on pourrait travailler sur des rythmes plus courts. Nous, on a décidé, et avec le retour, les fréquences de discussion qu'on a avec les entreprises partenaires, c'est un rythme qui leur convient, tout simplement parce que plus l'apprenti va être qualifié et plus les périodes en entreprise seront des périodes longues, donc plus il pourra être amené à travailler sur des projets intéressants. Donc pas des one-shot avec des petites missions, mais bien amené au fur et à mesure de l'avancement de son projet aussi à lui, sur des missions beaucoup plus intéressantes. Alors, juste, oui. Pardon, Serge, je voulais vous dire aussi qu'il y avait donc le volet international et je vois plusieurs questions sur le chat sur le volet international. On me demande par exemple, est-ce que c'est obligatoire dans la formation? Alors oui, c'est obligatoire puisque c'est une coloration du diplôme d'ingénieur EXI. On a plusieurs conditions à remplir. Le même diplôme, que vous fassiez une formation par l'alternance ou que vous fassiez une formation initiale, vous avez le même diplôme. Donc, même diplôme, même condition au diplôme. Donc, il faut se qualifier sur un parcours international. Cette qualification, elle se fait au sein de l'entreprise, sur des missions qui sont portées par l'entreprise, dans des succursales à l'étranger, chez des clients, sur des missions courtes, sur des missions longues. Donc, et je vois qu'il y a une question qui est, est-ce qu'on doit faire 12 semaines consécutives? Oui, la réponse est, ça peut être oui, ça peut être non. Il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de règle. Voilà, il n'y a pas de règle. Ce sont des missions professionnelles. Donc, nous, on se met aussi en phase avec l'entreprise, puisque vous êtes salarié d'une entreprise. Si l'entreprise me dit, j'ai une mission de 15 jours à lui faire valoir en Irlande, parce que voilà, j'ai un site de production là-bas et il faut aller voir si les yaourts se font bien. Par exemple, je suis chez Lactalis et j'ai un problème d'énergie sur une de mes centrales de fabrication de froid sur l'usine, et ben, l'apprenti va partir 15 jours en Irlande et on qualifie 15 jours comme étant 2 semaines sur les 12 semaines attendues. Voilà. Et donc, au terme de la formation, il faut avoir à minima 12 semaines de qualifiés.
Et donc, Nicolas demande si quelle est la durée minimale. Il faut cumuler, hein, donc sur les 3 ans, cumule bien 12 semaines C'est à ça. minima à l'étranger. Voilà. Donc après, c'est des discussions qu'on a aussi, nous, à opérer avec les maîtres d'apprentissage et les apprentis, mais principalement avec les maîtres d'apprentissage et les missions qui sont à l'intérieur de ça, qui sont de dire, bon, si ça doit être pour partir 3 jours, 4 jours, des fois, c'est pas très, très intéressant, mais plus les périodes sont longues, mieux c'est aussi en termes d'immersion, puisqu'il il y a une recherche de l'immersion, mais au niveau de l'apprentissage, on ne fait pas un focus sur une durée à minima. On fait bien un focus sur on doit qualifier 12 semaines. D'accord. Alors, et enfin, avant de passer à l'autre diapositive, Fanny nous demande s'il faut un certain niveau d'anglais, le TOEIC par exemple. Oui, Fanny. Déjà, pour commencer, pour rentrer dans la formation, il faut se qualifier avec un minimum de B1, donc c'est-à-dire de justifier qu'on a un niveau B1 niveau anglais. Alors, juste de vous rappeler, hein, vous êtes passé par la terminale, normalement, quand vous sortez de terminale, vous devriez être classifié B1, B2. Donc, on n'aurait pas besoin de se positionner là-dessus. Il s'avère que ben voilà, nous, on pose l'exigence à un minimum de B1, sachant qu'à la fin de votre première année d'alternance, l'objectif visé, c'est d'avoir le niveau B2 qualifié déjà pour les apprentis, de façon à vous débarrasser aussi de cette condition au diplôme. Parce que si vous n'avez pas le niveau B2, vous ne pouvez pas être diplômé. Donc, faut-il être anglophone, anglophile? Ben, la réponse est oui. Eh bien oui. Et oui, parce qu'un ingénieur généraliste, de toute façon, c'est une C'est la langue de condition. travail. C'est une condition de la commission des titres d'ingénieur. Hein. Pour avoir le diplôme d'ingénieur, il faut absolument avoir ce niveau d'anglais requis. Et de toute façon, on vous fait travailler dessus. Vous avez il y a plusieurs cours en anglais notamment, mais vous avez des cours d'anglais, vous avez plateformes spécifiques, vous avez des profs qui sont internationaux. Voilà, il y a tout un univers aussi qui vous fait progresser parce que vous vivez vous allez vivre de toute façon dans un monde où il faudra maîtriser l'anglais quoi qu'il advienne. Voilà. Alors justement, on parle du concours, Serge, parce que Alors, ben oui, vous bien rentrer. voilà, Donc, comment est-ce qu'on candidate, quel profil? voilà. Alors, alors, on a d'abord les conditions d'accès. Le profil, bah, bien évidemment, il faut valider un niveau bac plus 2 à minima. Donc, un BTS, un DUT, une classe préparatoire, une licence 2, licence 3, une licence professionnelle. Tout ça, voilà, donc fait rentrer dans une ligne de validation. Donc, si à minima vous n'avez pas ça, bah, déjà, vous ne pouvez pas déposer. Suite à ça, bien évidemment, vous faites comme dans toute entrée et admission, vous complétez un dossier. Ce dossier il est en ligne. Donc, vous déposez vos validations, vos bulletins scolaires. Et ça, vous le faites jusque le 2 mars de mémoire. Donc là, le portail est ouvert aujourd'hui. Donc, le portail d'inscription est ouvert depuis le 1er décembre. Vous pouvez récupérer les éléments pour savoir ce qu'il faut y adjoindre, mais globalement, votre identité, ça va de soi, le parcours que vous avez fait. Avec une particularité pour nous, il y a 2 SAS qui existent. Vous avez je vous ai dit, jusqu'au 2 mars pour pouvoir constituer votre dossier. Si vous anticipez la constitution de votre dossier de candidature avant le 15 février 2021, si vous êtes avec un très bon dossier scolaire, vous pouvez rentrer dans ce qu'on appelle une classification grand classé, comme il existe dans beaucoup de parcours de concours. Donc, et c'est quoi l'avantage d'être grand classé? C'est tout simplement, c'est que vous êtes dispensé du concours écrit. Parce qu'il y a un concours écrit qui se passera le 13 mars, le samedi 13 mars 2021, normalement en présentiel, si tout va bien, si la France est déconfinée. Donc le 13 mars, concours écrit, sauf pour les grands classés qui, eux, s'ils ont déposé leur dossier avant le 15 février, auront pu se faire valoir. Alors, c'est pas parce que vous le déposez avant le 15 février, attention, hein, c'est pas parce que vous déposez votre dossier avant le 15 février que vous êtes classifié grand classé. Pour être grand classé, il faut avoir un dossier béton, c'est-à-dire montrer un parcours académique, je serais tenté de dire, assez remarquable,
avec des moyennes fortes, des classements dans sa promotion plutôt élevés et une grande motivation, un niveau d'anglais qui ne laisse pas de doute quant au fait de valider la condition en diplôme. Donc ça vous fait rentrer dans un système dit de grand classé et donc vous n'aurez que l'entretien à réaliser et ces entretiens peuvent être anticipés. Ensuite, c'est le parcours classique, vous déposez votre dossier. Donc le dossier, si vous le déposez avant le 15 février ou si vous n'êtes pas classifié, dit grand classé, donc jusqu'au 2 mars, dépôt des dossiers faisables. Suite à ça, bien évidemment, nous on instruit les dossiers et puis on vous convie au concours écrit qui se tient, je vous l'ai dit, le 13 mars. Il y a 2 épreuves, une épreuve de mathématiques et une épreuve d'anglais. Donc, on reparle encore d'anglais. Et mathématiques, pourquoi? Tout simplement parce que vous rentrez dans une école d'ingénieurs. Et j'aime à dire qu'une école d'ingénieurs, un ingénieur, c'est un scientifique au service de la technologie et non pas un technicien au service de la science. Donc, ça veut dire que pour ceux qui ont des formations techniques, le parcours est faisable, mais il demande de l'abnégation, il demande de l'investissement, parce qu'il va falloir renverser votre paradigme qui était « je suis rentré dans les techniques et de temps en temps, je vais mettre des sciences pour pouvoir avancer », pour revenir sur un modèle qui est différent, qui est je prends le côté scientifique d'un parcours et je viens amener les sciences au domaine de la technologie. Ce qui explique un petit peu la différence entre être ingénieur et pourquoi est-ce qu'il y a une petite différence avec un parcours technique qui est bien aussi, hein, mais voilà, on forme bien deux choses différentes. On forme bien deux choses différentes. Donc voilà, puis après, bien évidemment, une fois que le dossier est déposé, que l'épreuve écrite est passée, diffusion des résultats très très vite, hein, puisque les épreuves écrites se corrigent très très vite, puisqu'elles sont sous forme principalement de QCM. C'est 2 épreuves d'1h30, donc une épreuve de maths d'1h30, une épreuve d'anglais d'1h30. Et puis derrière, on diffuse les résultats le 16 mars, et derrière le 16 mars, vous êtes conviés pour les candidats préadmissibles aux oraux, qui peuvent avoir lieu le 24, 25, 31 ou 1er avril. Donc, on a 4 dates de convocation des oraux. Normalement, les oraux se passent à La Rochelle. Aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on prévoit. Tout dépendra, bien évidemment, de ce fameux petit virus protéinique SARS-CoV-2, de savoir comment il va évoluer et comment le vaccin va faire que, voilà, on puisse être en mode présentiel plutôt que distanciel. Et donc, pour répondre à la question de Laurie, hein, le concours se déroule bien à La Rochelle uniquement, oui, sauf pour les épreuves orales où, en fonction de la situation, on pourra basculer en distanciel, mais c'est pas c'est pas le mode préféré. Ouais. Alors, une petite remarque, puisque Laurie pose la question, est-ce que le concours a lieu à La Rochelle? La réponse est oui. Le concours, pour entrer, puisque nous, on a notre propre concours d'admission, je voudrais là m'adresser à ceux qui seraient, par exemple, sur des filières ATS. Donc, vous avez fait un BTS ou un DUT, et puis vous êtes aujourd'hui sur une prépa spécifique qu'on appelle une prépa ATS. Et dans ce cas-là, faites attention quand vous faites vos demandes de concours. Si vous passez par le concours spécifique de l'ATS, vous ne pouvez pas vous présenter au concours de l'école. Voilà, il faut bien faire le choix. Si vous voulez être présent au concours pour rentrer en apprentissage à l'EXI-La Rochelle et faire le concours de La Rochelle de l'EXI, il faut postuler direct à l'EXI, c'est-à-dire déposer un dossier chez nous et ne pas le classer dans la banque concours des ATS. Et donc ça, c'est très très important pour ceux qui font ATS. D'accord, très bien. Et donc, alors Mathilde demande, est-ce qu'on peut passer le concours si après notre BTS, on a fait une année de césure? Bien sûr, Mathilde. La seule chose qui est demandée, c'est la qualification du dossier au départ, c'est-à-dire, voilà, est-ce que vous avez un bac+2? Donc, Mathilde, tu sembles dire que tu as eu un BTS. Qu'est-ce que tu as fait après? Ça, c'est voilà, c'est un argumentaire pour toi dans ta préparation et dans ta motivation. Quand on rajoute tout ça, et puis ton parcours préalable à ton BTS, quel type de baccalauréat tu as eu, quel résultat tu as eu, etc., etc.,
voilà, le dossier est instruit, tu passes le concours, et derrière le concours, tu vois si tu passes après sur la fourche codine de l'entretien. Et donc, si on n'habite pas en métropole, est-ce qu'il y a une procédure particulière? Ah, j'ai le droit à un joker, Madame la directrice. J'ai le droit à un joker. Il y a qu'un seul centre d'examen, il est à La Rochelle. Donc, désolé, Alan, je vais quand même noter l'élément, mais c'est pas comme le concours à venir. Donc, il y a peut-être après, si tu es en Il BTS faut et être que grand classé, en fait, ouais. finalement. Hein. Voilà, donc Alan, tu es grand classé, le problème est résolu, mais ça veut dire qu'il faut avoir un très bon dossier au départ. Donc, Ouais. de façon à ne pas Sinon, être il faut venir. plombier à l'écrit. Voilà. Voilà. Et on a aussi une question très intéressante sur les fameux BUT, donc les DUT, hein, des diplômes universitaires technologiques vont être transformés en bachelor universitaire technologique, c'est-à-dire que les étudiants vont pouvoir continuer jusqu'en dernière année, d'un niveau finalement licence. Comment ça va se passer pour ces étudiants, Serge? Pour ceux qui vont passer le bachelor, Ceux qui vont faire en fait, au lieu de faire le DUT, il va se transformer en but. En fait, en les but, étudiants à ce moment-là, oui, je sais. ça revient à ce qui était un petit peu la licence professionnelle. Donc, pour rentrer dans un cycle ingénieur, on rentre à niveau bac plus 2, Plus. c'est-à-dire qu'on a 3 ans de formation à faire. Quelle que soit la ligne que vous ayez fait en amont, vous avez 3 ans de formation à faire. Les seuls qui pourraient avoir des parcours plus courts, c'est des gens qui sont déjà sur des filières master. Et donc là, c'est pas le cas. Nous, on s'arrête sur la filière. Donc un bac plus 3 comme un bac plus 2, c'est pour une entrée dans une troisième année, donc la première année du cycle ingénieur, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. On est bien d'accord, Serge, que lorsqu'on a un BTS, donc Anthony a un BTS électrotechnique en alternance et il demande s'il y a des places prévues pour ce type de BTS. Alors, pour répondre clairement à tout le monde, parce que plein de gens peuvent se poser la question, après tout, si j'ai un BTS en mécanique spécialisée ou un DUT en ceci, en cela, nous, il n'y a pas de quota par type de diplôme ou par type de filière. On a un nombre de places ouvertes, donc entre 90 et 110, donc suivant les orientations qu'on va avoir à la rentrée et les autorisations. Une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, c'est vos dossiers qui vont être l'élément principal de cette validation-là. Donc, il pourrait y avoir que des BTS, comme il pourrait y avoir que des DUT, comme il pourrait y avoir que des gens qui arrêtent de prépa. Donc, non, il n'y a pas de quota lié à un cycle ou à une formation. Les meilleurs sont pris. Les meilleurs sont pris. Voilà. Est-ce que vous pouvez donner un petit peu la proportion peut-être sur les 80 étudiants cette année? Voilà, combien viennent d'un BTS, combien viennent d'une prépa thèse, combien viennent d'un DUT? La question piège, je ne l'ai pas traitée. Aujourd'hui, je serais tenté de dire sur les 80 qu'on a sur la première année de l'apprentissage, en type préparatoire, alors préparatoire classique CPGE, Mathsup, Mathsp, enfin ce qu'on appelait avant Mathsup, Mathsp, je serais tenté de dire une petite quinzaine. Donc voilà. Des filières ATS, donc on en a à peu près une dizaine. Après, voilà, c'est des gens qui ont fait des BTS, des DUT, des licences pro, et tout ça, ça fait un melting, qui ont fait d'autres écoles d'ingénieurs, donc qui avaient commencé dans des écoles d'ingénieurs ailleurs, et qui ont fait 2 ans d'une type prépa intégrée, qui ont fait aussi l'EXI, donc qui ont choisi au terme des 2 années des 2 premières années de l'école, de dire plutôt que de faire un parcours dans la formation initiale, moi je bascule du côté du parcours apprentissage. Et là aujourd'hui, ils sont une petite dizaine aussi. Donc voilà la coloration à peu près de ce groupe-là de 80 aujourd'hui. D'accord. Et Marine qui posait la question, est-il possible de faire un double diplôme? Marine, est-il possible de faire un double diplôme après l'apprentissage, pas pendant? Ça, c'est pas possible.
C'est-à-dire une double diplomation. Donc, après Ouais. avoir obtenu le diplôme d'ingénieur XI, on a des partenariats avec des universités pour que vous puissiez repartir, vous spécialiser ou sur un troisième cycle ou un autre diplôme. Et Anthony demande si on a un avantage si on a déjà une entreprise. Ah, Donc ça, c'est la question qui revient souvent. J'ai une entreprise, donc vous allez me prendre. Non, la première chose qui va valider votre entrée, c'est votre dossier. Donc, vous déposez votre dossier il est instruit, et en fonction du niveau, donc vous êtes admis ou pas à passer soit sur l'axe des grands classés, soit sur l'axe du concours. Et après le concours, vous êtes donc préadmissible et vous allez aux entretiens. Bien évidemment, si vous passez toutes les étapes, grand classé, entretien, et que l'entretien se passe bien, ou concours, entretien, et que concours et entretien se passent bien, puisque l'entretien fait partie du concours, hein, donc concours, partie écrite, partie orale. Une fois qu'on vous a dit que vous êtes admissible, bien évidemment, je serais tenté de dire que l'étape suivante, eh ben, c'est l'étape de on part à la chasse, c'est-à-dire on doit aller chercher un contrat d'apprentissage, bien évidemment. Parce que ce n'est pas une condition à l'entrée. On ne vient pas avec j'ai une entreprise et donc je vais rentrer. Non, c'est je demande à vouloir faire un parcours d'apprentissage pour être diplômé ingénieur. Je valide mon concours, je suis admissible, et une fois que je suis admissible, j'ai une entreprise. Comme le nombre de places est limité et qu'il y a énormément de demandes, que les entreprises sont aussi partenaires chez nous, et quand on arrive au terme, ben voilà, quand c'est plein, c'est plein. Et donc là, pour répondre à Anthony, si demain, en passant le concours, tu es admissible, et que toi, tu viens avec une lettre d'engagement d'entreprise, eh ben, tu vas faire tout de suite partie de la cohorte de la promotion 2024. Parce que, bien évidemment, toi, tu auras rempli toutes les conditions, parce que la dernière condition à remplir, c'est d'avoir un contrat d'apprentissage. Et là, le contrat d'apprentissage, ben, c'est le dernier concours que vous avez à passer. Et celui-là, il n'émane pas de nous, il émane de vous. Alors, on a des journées d'aide en forum entreprise et des choses comme ça qui vous permettent, avec notre package de partenaires, de pouvoir servir quelques étudiants. Et bien évidemment, de votre côté, vous avez aussi à faire ce travail-là. Pour information, l'année dernière, le concours s'est tenu au mois de mars, comme il se tiendra cette année. Et on a fermé les portes, donc 81 apprentis dans la promo 2023. On a fermé les portes au mois de juillet. C'est-à-dire que mi-juillet, quand on est parti en vacances, on avait notre quota d'apprentis et on était tranquille derrière. Donc ça veut dire premier arrivé, premier servi, une fois qu'on est admis. Ah, Laurie nous demande s'il y a de la conception 3D. Eh oui, bien sûr, Laurie. Oui, il y a un gros pan mécanique, donc de la conception 3D, oui. On travaille même avec ce qui s'appelle Expérience de chez Dassault. Ouais. Donc voilà. 3D expérience, 3D expérience, quelque chose comme ça. Donc oui, on travaille avec le logiciel Katia, avec Delmia, donc oui, on fait de la conception 3D. Très bien. Et alors, je crois qu'on a à peu près couvert. Ah oui, si, Mathilde demandait est-ce que la spécialité bâtiment se trouve sur les deux sites de La Rochelle et de Casa. Alors, c'est deux dominantes en fait différentes. Il y en a une donc qui est à La Rochelle et qui est en habitation durable. Et l'autre est spécifiquement BTP et elle est à Casablanca. Je confirme. Voilà. Et donc, Clément nous pose la question de la formation bachelor. Bah oui, parce que pour l'instant, nous avons évoqué uniquement la formation ingénieur, mais c'est vrai qu'en 2021, Clément a raison. Nous ouvrons pour l'instant la troisième année du bachelor en intelligence artificielle et big data en apprentissage. Alors,
cette formation, le concours, en fait, était un concours propre à l'école. Le mieux, c'est d'écrire à admission@exi.fr pour avoir les détails du concours, de l'admission. Et puis, on a un certain nombre d'entreprises qui sont déjà très intéressées par cette formation, avec lesquelles on peut vous mettre en contact, notamment à Niort et à La Rochelle. Alors, le contenu de la formation est tourné essentiellement vers tout, en fait, tout ce qui permet d'appréhender la donnée, de la traiter, de l'analyser et en fait, pour permettre à l'entreprise que vous intégrez d'être plus efficace dans ses décisions stratégiques donc sur son développement. Alors, plein d'autres questions sont apparues. Serait-il possible de nous donner des moyens de révision pour les concours écrits? Serge, est-ce qu'on a des annales pour le… Oui, c'est sur la plateforme. Donc, quand vous allez sur la plateforme de lexi.fr, vous allez dans le parcours admission et formation par apprentissage, et vous verrez, il y a un endroit où il y a marqué voilà, annales. Donc, vous pouvez aller prendre ces éléments-là. Alors, si on prend dans l'ordre les questions, Bingegao demande si l'entreprise est libre ou imposée. Elle est libre, l'entreprise de Bingegao, tout simplement parce que c'est vous qui choisissez et le secteur d'activité n'est pas imposé. Je disais tout à l'heure, j'ai des gens qui sont chez Lactalis, c'est de l'agroalimentaire, chez Bigard, donc ceux qui font les découpes de viande. Donc, si vous mangez du steak haché, vous voyez dans les supermarchés. Il y en a chez Danone, il y en a chez Stelia, chez Airbus, chez Renault. Donc non, il n'y a pas d'entreprise imposée et de secteur imposé. C'est aussi l'intérêt parce qu'on est ingénieur généraliste. Votre formation inclut-elle la conception 3D à l'ORI? On a répondu. Le bachelor, la réponse a été donnée. Aïcha, serait-il possible de nous donner les moyens de révision du concours? C'est sur la plateforme donc de l'école, donc vous les trouverez. Yann Catelin, pour la partie TP, c'est donc plus à Casablanca. Je pense que là, il y a une confusion dans l'esprit de Yann. Alors, Yann, il y a une formation BTP, bâtiment travaux publics. Cette partie BTP se fait sur le campus de Casablanca. Donc, ça, c'est bien une dominante spécifique. Donc, à partir de mars 2000, de la deuxième année donc, de l'apprentissage. Donc, pour la dominante BTP, la dominante IMD, la dominante management de la supply chain, donc vous allez sur le campus de Casablanca. Pour les gens qui voudraient travailler dans le bâtiment, mais le bâtiment durable, donc c'est pour ça qu'il faut bien préciser, le bâtiment durable rentre chez nous dans une dominante qu'on appelle énergie et environnement. Elle a un axe bâtiment, donc la thermique du bâtiment, et un axe transport. Et donc sur cette partie énergie, environnement, axe bâtiment. Là, bien évidemment, ça se passe à La Rochelle. Et que c'est pas parce que vous êtes à Casablanca que vous n'êtes pas rattaché à l'école de La Rochelle. Donc ça, c'est la question de Mouni Mohamed. Tous les deux sont en alternance. Oui, si vous êtes apprenti à La Rochelle, votre formation, elle est soit sur le campus de La Rochelle, soit sur le campus de Casablanca à un moment donné. Donc, en fait, oui. Il faut dire, Serge, qu'en fait, c'est possible. Pourquoi? Parce que les dominantes, elles sont ramassées finalement sur du mois de mars au mois de mai. On ne fait que les dominantes et donc ça permet aux étudiants. Alors, il y a une première partie de mars à mai, puis de septembre à décembre. Et donc, ça permet aux étudiants d'aller faire spécifiquement ces mois de formation sur l'un ou l'autre des campus. Oui, exactement. Marine, tu as eu la réponse par Nicolas. L'alternance est-elle payante? La réponse est non, puisque c'est financé. Alors, pas directement par l'entreprise. L'entreprise ne paye pas directement l'école, mais l'entreprise paye des taxes de formation à des organismes collecteurs. Et c'est ces organismes collecteurs qui financent la formation et donc qui financent les écoles. Donc, pour un apprenti, la formation est gratuite et vous êtes rémunéré par l'entreprise. Voilà.
l'entreprise prend tout en charge. Donc, effectivement, Nicolas, c'est presque ça. L'entreprise prend tout en charge à travers ses taxes Voilà. et vous paye. Et donc, il y a Théopold qui demande si la formation d'ingénieur, donc avec la dominante mécatronique, est-elle disponible en apprentissage. Donc, comme on l'a dit plus tôt, Serge, toutes les dominantes sont ouvertes à l'apprentissage à Alexis. Toutes Voilà, sans exception. Sans exception, vous pouvez tout faire. Vous êtes, c'est d'ailleurs une des marques de fabrique, hein, Lexi, c'est de vous accompagner, quel que soit votre choix. Vous pouvez aller faire sur si vous faites la prépa intégrée, vous pouvez faire prépa intégrée, puis les 3 ans d'apprentissage. Vous pouvez choisir pendant à un moment de faire une partie de votre scolarité sur le campus de CASA. Vous pouvez, pendant votre apprentissage, décider de prendre une dominante à CASA, ou une dominante à La Rochelle. L'objectif, c'est que vous tissiez finalement le projet qui est le vôtre. Et que vous arriviez à imbriquer les projets académiques, l'alternance, les cours, et puis tout ce que vous pourrez choisir, les dominantes, etc., pour faire véritablement votre profil. Parce que si c'est un diplôme d'ingénieur généraliste, vous devez créer votre propre profil qui va vous permettre finalement de vous épanouir dans le secteur qui vous plaît. Alors, quand est-ce qu'on choisit sa dominante, Serge? En cours de 3e année. Enfin, en cours de première année. En cours de première année, parce qu'il faut parler de première année du cycle d'ingénieur. Voilà, première année du cycle ingénieur. C'est à ce moment-là. Alors, je vois que Saïd Ali a demandé les modalités d'admission. On en a parlé tout à l'heure. Elles sont sur le site. Donc, il faut faire un dossier de candidature, Rafida Mohamed, pour savoir si tu serais retenu. Laurie, si on fait une spécialité aéronautique, est-ce que l'entreprise doit être obligatoirement dans le secteur? La réponse est non. Je te donne un exemple. J'ai eu un apprenti qui se prénomme Lucas, qui travaillait dans le domaine automobile et principalement en fabrication de boîtes de vitesse. Et il a fait sa dominante dans le secteur du BTP, parce que son projet professionnel, c'était de travailler dans le domaine du bâtiment de travaux publics et principalement même en chargé d'affaires. Donc ça veut dire que là, le choix, il est open. Une spécialité aéronautique, attention, l'aéronautique, c'est un substrat, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on veut travailler. Est-ce que tu veux faire de la mécatronique, c'est-à-dire des systèmes embarqués, par exemple, ou est-ce que tu veux travailler sur la partie fuselage, et dans ce cas-là, on serait plutôt sur une partie mécanique, ou est-ce que tu veux travailler dans la partie organisationnelle de la production, et on peut travailler sur le flux de fabrication d'un aéronef, et donc dans ce cas-là, on est toujours dans le secteur de l'aéronautique. Donc voilà, c'est au même titre que tout à l'heure, je ne sais plus lequel demander, je veux travailler dans le secteur de l'automobile. Dans le secteur de l'automobile, on peut être dans les bureaux, voilà, à faire du bureau d'études, on peut faire de la R&D, on peut faire de la production, on peut faire des méthodes, enfin voilà, il y a plein de métiers, quoi. Voilà. Donc voilà, donc on n'est pas obligatoirement dans le même secteur entre sa dominante et l'entreprise dans laquelle on travaille. Et donc une formation d'ingénieur, donc ça on en a répondu. Pas de frais de scolarité, on a répondu. Concours regroupe toutes les spécialités ou chaque concours. Alors, oui, quand même, Alexa parlait d'une petite participation de 90 € par an. Alors ça, c'est à part, hein, c'est parce que quand vous êtes en apprentissage, vous êtes encore étudiant, vous êtes sous statut étudiant, donc vous avez tous les droits des autres étudiants, en fait. Hein. S'il y a une aide de la région pour les étudiants, vous y avez droit de la même façon. Mais cette petite participation, ça s'appelle la CVEC et ça doit être payé par tous les étudiants, donc ça part au Crous et c'est ce qui aide à financer notamment la restauration universitaire, les sports, enfin voilà, aussi l'amélioration des locaux, souvent pour l'université, mais voilà, qu'on soit en école d'ingénieur privée ou publique, quand on est étudiant, sous statut étudiant, on doit absolument toujours payer tous les ans, donc à peu près 90-95 € de CVEC. Voilà.
Alors, Théopold qui redemandait si comment ça se passe l'année à l'étranger, devons-nous quitter l'entreprise puis revenir? C'est l'entreprise qui vous envoie en mission, Théopold. Donc, en fait, vous restez dans l'entreprise, mais elle vous envoie chez un de ses partenaires ou dans un de ses autres bureaux d'études ou usines pour une mission particulière, spécifique, qui peut être une seule mission de 12 semaines, hein, ou bien, par exemple, enfin, je ne souhaite pas parce que ça ferait beaucoup de déplacements, mais 12 missions de une semaine. Voilà. Ouais. À titre d'exemple, j'ai un apprenti aujourd'hui qui travaille dans un petit bureau d'études, parce qu'ils ne sont pas très nombreux dans le bureau d'études, du côté de Lyon. Mais par contre, il travaille pour un gros groupe allemand. Donc, lui, il est dans une société française, mais qui appartient en réalité à un groupe allemand. Donc, c'est une particularité. Il peut avoir un contrat d'apprentissage parce que sa société support est française. Et il travaille dans tout ce qui est système d'extraction d'air, donc dans des mines, dans des tunnels, etc. Et là, il a déjà fait des missions en Autriche, en Allemagne. Il doit aller bientôt en Italie. Donc, il fait des petites missions, 2 semaines, 3 semaines, pour aller, par exemple, tester la mise en place d'un système d'extraction d'air. Là, je crois qu'il part sur un tunnel entre l'Autriche et je ne sais plus quel endroit, voilà, pour valider la pose du système. Donc, il part 15 jours ou 3 semaines. Donc, il n'a pas la durée complète, mais voilà. Alors, Marine demande si la deuxième langue est obligatoire à l'école. Alors, pour le parcours par apprentissage, comme vous avez déjà pas mal de travail à faire, on ne vous oblige pas à faire une deuxième langue vivante, c'est une option. Donc, vous avez le droit de le faire en option. Autrement, c'est anglais obligatoire et on y tient absolument. Et donc, voilà, c'est sur option. Alors, dans un autre domaine, Binjay demande si, en fait, il vaut mieux tenter le concours directement BTS ou tenter une prépa ATS avant de tenter le concours. C'est quoi la bonne Binjay, je dirais, ça dépend de ton dossier scolaire et de ce que tu as fait en amont. Si tu penses que scientifiquement, tu tiens la route, dans ce cas-là, passe tout de suite le concours et viens dès ton BTS en poche. Si tu penses que tu es encore un petit peu fragile sur la partie sciences fondamentales, peut-être qu'il serait intéressant d'abord aller travailler sur cette partie-là. Parce que, voilà, c'est pas pour faire peur aux gens, hein, mais je vous ai dit, un ingénieur, c'est bien un scientifique. Et c'est ce qui fait le changement de modèle pour ceux qui ont des formations techniques à la base. C'est ça qui va être le changement de modèle. Donc, le début de formation, c'est-à-dire globalement les 3 premiers semestres, sont des semestres qui sont exigeants en termes de volume horaire et d'apprentissage et technique, technologique et scientifique, parce qu'il faut marier les deux. Donc, il y a du travail. Voilà. Et donc, Laurie demande si cette deuxième langue dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on peut choisir une deuxième langue en option qu'on n'a pas du tout travaillé par exemple, je ne sais pas, si, par exemple, le japonais. Est-ce qu'on peut aller choisir du japonais en deuxième langue étrangère? Alors, ça dépend les années, Laurie, tout simplement parce que ça va dépendre du nombre de postulants, puisque les cours de langue en option sont des cours qui sont faits le soir. Et en l'occurrence, c'est des cours qui sont ouverts à toutes les formations, donc formation initiale et formation par apprentissage. Donc là, on vous mélange. Et s'il y a suffisamment de candidats, on va ouvrir une section langue, par exemple le japonais. Mais s'il n'y a pas suffisamment de monde, on ne va pas aller ouvrir pour 2 étudiants. Donc pour nous, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà. Mais si la question c'est est-ce qu'on peut choisir une langue qu'on n'avait pas étudiée avant, je prends un exemple, tu as fait espagnol en LV2 et tu veux faire allemand parce que tu te dis dans le secteur industriel c'est plutôt l'allemand qu'il faut cibler, et ben oui, tu peux commencer l'allemand. Ou inversement, c'est-à-dire que tu as fait allemand et tu voudrais maintenant cibler l'espagnol pour pouvoir aller travailler en Amérique du Sud, pareil, il n'y a pas de souci. Alors, Théopold, il demande s'il est possible d'étudier dans une université étrangère quand on est en alternance. Eh bien, la réponse est non. La réponse est non, Théopold. C'est nous qui faisons la formation. Donc, la formation a lieu à l'EXI. Si on avait une université partenaire qui déclinait notre programme avec qui on aurait passé un contrat et que vos entreprises valideraient, je dirais oui, mais c'est pas le cas. Là, aujourd'hui, vos entreprises, elles ont choisi
un site de formation avec vous, et ce site de formation, il est à La Rochelle. Ouais. La seule particularité, c'est La Rochelle ou Casablanca, parce qu'on déploie, nous, sur 2 campus. Alors, on peut aussi imaginer que au lieu de choisir le parcours en apprentissage, on choisit le parcours classique et à ce moment-là, on fait seulement la dernière année en alternance via un contrat pro. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est une autre possibilité. C'est-à-dire que vous venez pour les 2 premières années du cycle ingénieur en classique. À ce moment-là, vous pouvez partir dans une université étrangère. L'inconvénient, c'est que vous avez payé vos frais de scolarité et vous ne serez pas rémunéré, évidemment, puisque vous n'êtes pas porté par une entreprise. Mais la dernière année, vous pourrez la faire en alternance. Voilà. Serge, question Oui, aussi qui a été posée un petit peu plus haut. Est-ce qu'un étranger, quelqu'un qui n'est pas français, est-ce qu'il peut faire de l'apprentissage? bien sûr que oui. Donc, la seule condition à remplir, c'est d'être sur le territoire national depuis au moins 1 an. Donc, voilà. Donc, c'est la seule condition à remplir. Donc, c'est pas fermé. Alors, j'ai pas le pourcentage d'étudiants de nationalité étrangère dans les apprentis, mais il y en a, donc pas de souci. D'accord. Alors, Aïcha nous demande si on peut donner un peu un exemple d'emploi du temps d'un élève en apprentissage lorsqu'il est. Un emploi du temps d'un élève en apprentissage, Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire dans la semaine? alors dans la semaine, je prends actuellement, je suis en première année d'apprentissage, je démarre cette semaine, je vais faire des mathématiques le matin, je vais passer sur de l'électricité théorique pour ensuite me balader dans le secteur de la mécanique, généralement sur des rythmes de 2 à 3 heures, voilà, donc on va dire globalement par demi-journée. Donc on va passer d'un environnement à un autre, on va avoir une matinée de langue, on va avoir la thermodynamique, enfin, bon, on va avoir un programme d'ingénieur généraliste, donc de l'automatique, de la gestion industrielle. Donc je ne peux pas répondre clairement à cette question-là, Aïcha. C'est très, très, très variable. Donc au début, après, je peux vous donner le rythme. Vous allez commencer et vous allez avoir globalement entre 30 et 35 heures très rapidement de face à face à gérer toute la semaine. Et puis après, vous retournez en entreprise. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était très sollicitant, puisque l'entreprise paye aussi pour ça, c'est-à-dire de dire on veut faire former un ingénieur et on veut s'assurer qu'en face, vous mettiez bien le programme qui va. Voilà. Donc entre les projets et les heures de sciences fondamentales, de sciences opérationnelles, les domaines des génies, donc génie automatique, génie mécanique, génie électrique, j'en passais des meilleurs, génie industriel, enfin bon, il y a tous ces domaines-là. Donc on balaye tout ça. Et Et puis, donc, c'est dense. Et donc, ça veut dire que oui, vous allez travailler. oui. Oui, mais c'est en ça qu'on reconnaît des bons ingénieurs, c'est la capacité à gérer le travail, à gérer le stress et à la capacité à aussi absorber voilà, toutes les demandes, les projets, voilà. Alors, Émilien demande si il y a une période particulière pour rechercher son entreprise. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir été admis dans l'école? Alors, je serais tenté de dire, Émilien, plutôt oui. Donc, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, hein, l'expression, elle est appropriée. Si tu valides le concours et donc que tu es admissible dans le circuit d'apprentissage, c'est là que tu vas vraiment commencer à travailler pour pouvoir avoir un contrat d'apprentissage. Si tu as déjà des touches en amont, bien évidemment, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, attention, ne viens pas dire à une entreprise, je peux signer un contrat d'apprentissage, j'ai trouvé l'école. Si l'école ne te prend pas, tu es obligé de retourner vers l'entreprise en disant, non, ça ne matche pas parce que je n'ai pas été retenu dans l'école. Donc, attention à ça. Donc, toujours poser les vrais éléments. Donc, tu peux commencer dès aujourd'hui à faire une recherche d'entreprise. Donc, ça te permet, toi, de faire un premier travail là-dessus, hein, et c'est vrai pour les autres. Mais ne validez pas une clé d'embauche tant que vous n'avez pas passé le concours, tant que vous ne savez pas
si vous êtes admis, enfin admissible, puisque admis, c'est une fois qu'on a le contrat d'apprentissage, donc le terme approprié, c'est admissible. Donc vous déposez votre dossier, il est instruit, vous êtes grand classé ou vous venez à l'écrit, vous passez un oral, suite à cet oral, ben on vous dit vous êtes admissible. Et là, vous courez après une entreprise. Et là, on peut vous aider, parce qu'on a des journées forums pour ça. Voilà. Alors, on a aussi une autre question de Théopold qui demande est-ce qu'il faut et si l'entreprise finalement n'a pas de lien avec l'étranger, comment est-ce qu'on valide les 12 semaines de Alors, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Dans ce cas-là, c'est un accord qu'on passe avec l'entreprise. Si l'entreprise ne peut pas vous permettre de garantir l'international au sein de votre formation, dans ce cas-là, l'entreprise convient avec le centre de formation, c'est-à-dire avec nous, l'école, un dégagement de cet élément-là, et l'apprenti avec l'école va gérer cette partie-là. Donc là, l'entreprise, du coup, va accepter de vous faire sortir pendant 12 semaines, puisque bien évidemment, nous, dans l'école, quand on va travailler avec vous sur un projet, par exemple, vous intégrez dans enfin, voilà, vous avez un projet de développement d'aide caritative ou humanitaire, je sais pas, sur la bande de Gaza pour aller aider les Palestiniens à mieux vivre, et ben dans ce cas-là, vous partez 12 semaines, et pendant 12 semaines, vous n'êtes pas dans l'entreprise. Donc là, les entreprises, quand on leur dit ça comme ça, commencent à réfléchir à deux fois avant de dire ah, je peut-être gérer l'international. Parce que elles vont continuer aussi à vous garder dans le personnel de l'entreprise. Oui. Alors, il y a la question intéressante, et j'avais déjà un petit peu répondu à ça, que pose Estelle. On peut ne pas passer le concours ATS. La réponse est oui, Estelle. C'est là où je vous dis, il faut faire attention. Si vous êtes en ATS aujourd'hui, attention, si vous mettez l'EXI dans le paquet de votre concours ATS spécifique, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas venir faire le concours de l'école. Parce que vous ne pouvez pas le faire des deux côtés. Donc, si vous voulez absolument rentrer à l'EXI, bah, dans votre concours ATS, vous ne ciblez pas l'EXI, et puis vous venez passer le concours de l'EXI en propre. Autrement, on va vous perdre dans notre visuel, parce que vous, sur les dates de concours, vous allez arriver après les autres. Et en règle générale, on le voit tous les ans, avec les dates de concours et le temps que vous soyez sur le marché, pour pouvoir après avoir une entreprise, vous allez arriver, nous, on sera plein. On ne vous connaîtra pas, parce qu'on ne vous aura pas vu, parce que vous aurez passé le concours ATS, et c'est via ce concours-là que vous allez être sur le fil de notre côté. Mais nous, la banque concours ATS va nous informer très tard. Et en règle générale, la formation est déjà complète. Quand on reçoit cette information-là, la formation est déjà complète pour nous. C'est-à-dire qu'on a déjà fait le plein des apprentis. Donc, on répond négativement et c'est dommage. Donc, ça, c'est vraiment le point sur lequel vous devez être attentif. Donc, après, c'est un choix. Hein. C'est à vous de voir si vous préférez tout mettre dans la banque concours ATS ou ne pas mettre l'EXI dans la banque concours ATS et de venir en propre à l'école. Très bien. Alan demande combien il y a de candidats tous les ans. Tout à l'heure, j'ai dit, là, c'est Madame la directrice qui va répondre. C'est entre 80. De candidats, pas d'étudiants. Ah, de candidats l'année dernière, je ne veux pas dire de bêtises, 420, non, c'est pas ça? Oui. Je crois que c'est 420 le concours dernier, et voilà, 80 places. Et 80 signatures de contrats qui étaient fermées voilà, en juillet. Le temps que ça reprenne au 15 août, on avait validé tous les contrats. Alors, est-ce qu'il y a Estelle qui dit, est-ce qu'on peut postuler à la fois en initial et en apprentissage? Bonne question. Je ne suis pas sûr que ce soit le même portail. Non, ce n'est pas le même portail, non. Voilà, donc tu peux passer 2 concours. Parce que le premier portail, c'est Avenir Plus. Ouais. Vous avez passé le concours par la plateforme Avenir Plus, alors que l'apprentissage, c'est un concours interne, en fait, auquel vous accédez via via le site de l'école que Madame Leblanc vous a
vous a mis à plusieurs reprises en fait dans le chat. Voilà. Eh ben, je crois, Serge, que nous avons fait le tour de J'ai un Laurent toutes les Vigneron. questions. J'ai 26 ans en deuxième année de BTS. Je suis en reconversion professionnelle. Cela pose-t-il un problème? Si tu poses la question, c'est que le problème se pose chez toi, Laurent, mais pas chez nous. L'apprentissage est ouvert en France jusqu'aux gens jusqu'à 30 ans. Donc, la condition d'âge est remplie. Donc, il n'y a pas de souci. Après, c'est celui qui postule qui doit savoir que quand il rentre dans une formation, il risque d'être peut-être le plus âgé de la formation. Je ne peux pas dire de bêtises, mais il me semble que cette année, j'en ai un qui doit avoir 25 ans, donc qui est en première année d'apprentissage. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois que voilà, on a fait le tour de toutes les questions. Serge, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à cette visio et ce chat sur la filière apprentissage de Lexi. Voilà, merci pour toutes vos questions qui nous ont permis de couvrir l'ensemble du programme et du rythme de la formation et de la spécificité. Voilà, si on devait peut-être résumer cette visio, eh bien je vous dirais que être ingénieur généraliste EXI et par apprenti, c'est certainement la voie de l'excellence, hein, de la capacité à la fois à avoir la tête et les jambes. Hein, tu es ingénieur généraliste en capacité à embrasser des problèmes très complexes et puis en même temps une professionnalisation au maximum de ce qu'on peut imaginer grâce à l'alternance. Voilà, je merci beaucoup à vous tous. Bonne soirée et très bon week-end. Avec grand plaisir pour vous rencontrer pour de vrai, comme dit Madame Leblanc dans le chat, Alexis, dès que possible. À bientôt. Merci pour tout.